Donc, normalement, vous entendez le son. Vous me direz dans le chat. Allô? Oui, bonjour Christophe, Renaud de la matinale. Oui, Bah écoute, oui, bonjour. bonjour. Bah écoutez, ça y est, nous sommes en direct sur la matinale foot, donc bienvenue et merci d'avoir accepté avec beaucoup de sympathie mon invitation. Ben, c'est avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Alors, en introduction, ici, on vous connaît majoritairement pour avoir été président de l'Olympique de Marseille entre 2002 et 2004. Vous êtes initialement journaliste et on vous reçoit donc dans le cadre de la sortie de votre livre Main basse sur l'argent du foot français paru aux éditions Robert Laffont le 12 octobre dernier. Alors, dit simplement après lecture, son contenu il est à la fois passionnant, aussi hallucinant, flippant et on pourrait dire dramatique. Vous y traitez le sujet du coup du siècle, lorsqu'en mai 2022, un fonds étranger dit de private equity dénommé CVC devient actionnaire de la Ligue contre 1,5 milliard d'euros. Alors nous, cet accord, il nous avait été présenté comme salvateur, nécessaire, mais depuis son annonce, et avec votre livre notamment, on en découvre les termes et contours, puis aussi l'envers du décor, bien sûr. Alors, vous avez mené l'enquête, vous demandant comment des clubs avaient pu accepter un tel contrat, en retraçant tout le processus menant à cet accord. Il est édifiant. Dans les grandes lignes, CVC détient donc, dites-vous bien, un accord à vie de 13% d'une grande partie de l'ensemble des revenus de la LFP, que ce soit les droits des paris en ligne, les droits commerciaux, les droits TV. Et donc vous revenez sur ce contexte qui a été déterminant pour permettre aussi une telle prise de décision. Que ce soit le contexte, je pose les bases. Il y a le média pro, il y a la pandémie. Tout ça, ça a généré une panique propice à une prise de décision hâtive qui pourrait expliquer le pourquoi du comment. On a dit à des présidents, c'est ça ou le chaos, ça casse ou ça passe. Vous écrivez même, ils ont dû accepter en quelques heures les conditions de la répartition. Donc, merci beaucoup. Tout d'abord, je me demandais quelles avaient été les réactions depuis la sortie de votre livre. Ben, les réactions, elles ont été exactement celles que vous venez de décrire. D'abord, je vous remercie d'avoir lu le bouquin avec attention parce que vous en avez fait un résumé extrêmement fidèle. Oh, merci. Et donc, donc, oui, fidèle et avec la compréhension des mécanismes surtout. Euh, les réactions, elles ont été de plusieurs ordres. Évidemment, Vincent Labrune qui a dégagé en touche comme il sait si bien le faire, confondant peut-être football et rugby. Et puis, il y a pas mal de présidents de clubs qui m'ont appelé, que j'avais vu d'ailleurs pendant l'enquête. Et c'est toujours ce qui surprend un petit peu dans cette enquête, c'est comment les présidents de clubs, pour un certain nombre, ont l'intuition que c'est un très mauvais deal, mais le signent quand même. Et ça, c'est véritablement une problématique d'immaturité du football professionnel. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est bizarre qu'un fonds qui arrive. Il y a un président qui m'a dit, je le cite dans le livre, quand tu fais appel à un fonds, c'est que tu as déjà perdu. C'est souvent vrai. Mais il a signé. Et à ce que j'entends, puisque les présidents vont être appelés à signer à nouveau, parce qu'il y a eu des problématiques juridiques, à signer le 23 novembre, il faut une nouvelle AG avec au menu CVC. A priori, à ce que j'en entends aujourd'hui, ils s'apprêtent à nouveau à signer. Or, ce deal, c'est une catastrophe. Ouais, vous avez dit, c'est hallucinant et flippant. On ne pouvait pas faire un meilleur résumé. C'est une catastrophe. Oui, alors ce qui est incroyable, c'est votre livre, bon, il est particulièrement documenté, précis. On découvre vraiment la mise en place aussi. Ce que j'évoque là, c'est par pas mal de rouages, notamment la manière dont on a procédé au vote, en demandant une unanimité des votants, et vous relatez d'ailleurs la position de quelques présidents qui, si même ils pouvaient avoir un doute, on faisait peser sur leur épaule le fait que tu vas nous empêcher d'avoir 1,5 milliard. Oui, c'est exactement ça. C'était véritablement un embrigadement. On se serait cru à ce moment-là dans une secte. Alors pourquoi ? Et vous l'avez dit, et c'est très important. Parce qu'il y a eu l'affaire, il y a eu la pandémie, mais beaucoup de pays ont été touchés par la pandémie, sauf que nous, on a fait une erreur majeure, c'est qu'on a arrêté le championnat. Donc, déjà, on n'a pas été les plus malins de la classe. Mais comme on s'estime toujours plus intelligent, le village gaulois, mais on n'a pas été les plus malins. Et puis, il y a eu une deuxième affaire qui est beaucoup plus importante, qui est l'affaire Mediapro.
Certains ont appelé, alors je rappelle rapidement, Ouais. Mediapro, on est en 2000, on est à la fin de 2018 de mémoire, et voilà que tout d'un coup on fait un appel d'offres et c'est le jackpot, plus d'1 milliard, 1,2 milliard d'euros. Et là tout le monde est content, on fait appel à Mediapro. Sauf que entre le moment où Mediapro a signé et au moment où il s'apprête à débuter le championnat, il y a eu la pandémie et que c'est un vaste champ de ruines et qu'ils ne peuvent pas débuter. Et ils disent, écoutez, nous, on ne va pas pouvoir débuter comme ça, faites-nous une remise. Et là, la position de la Ligue, elle est extrêmement étrange. Mais moi, j'ai une petite idée sur le sujet. Elle est extrêmement étrange. Ils disent, non, et on ne fait pas de remise, on ne fait rien, allez vous faire voir, et puis d'abord, on va vous virer. Et ils ont été virés. Sauf que derrière, il n'y avait pas de solution B. Canal+, qui faisait semblant d'être là, a disparu, et on a fini par solder les droits à Amazon. Donc, on a créé un cadre de panique. Et ça, Vincent Labrune a su très bien le faire. Il a créé un cadre de panique et il a dit, écoutez, voilà, c'est simple, maintenant, si on veut sortir de la panique, voilà la solution, et il faut signer. Et ça s'est passé, mais c'est incroyable. On a commencé à choisir un fonds, et puis, en moins d'une semaine, on a dit au président de club, on a 4 fonds à vous présenter. Ouais. Et puis, un mail plus tard, on leur a dit, non, finalement, on va en choisir que 2. Très bien. Et puis 2 jours plus tard, on leur dit, non, finalement, on en a choisi qu'un et on est en négociation exclusive avec un seul fonds. Non, mais vous imaginez, on parle d'1,5 milliard d'euros, on parle du chiffre des revenus de la LFP, et en quelques heures, on dit au président, on est passé de 4 à 2, de 2 à 1, et il faut signer maintenant. Il faut signer. Et celui qui ne signe pas portera la responsabilité de la faillite du football français. C'est incroyable. Et alors, vous relatez d'ailleurs aussi, parmi beaucoup, dans les chapitres, surtout 16 de mémoire, une discussion avec un président, donc a posteriori de l'accord, où vous lui dites, grosso modo, mais tu te rends compte de ce que tu as signé, et vous relayez l'échange, comment ça, non, pourquoi ? Et vous dites, mais tu sais pour combien de temps ? Et on a l'impression, on comprend qu'il... alors, soit il feint, mais il explique non, pour combien de temps ? Et vous lui apprenez que c'est pour ad vitam aeternam. Oui, il y a 2 choses que les présidents n'ont pas bien compris. La première chose, c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est un accord à vie. C'est-à-dire que le fonds CVC et la LFP sont désormais mariés au sein d'une société. Il ne s'agit pas d'un contrat. Il s'agit d'une société et donc ils sont à vie. Ça, les présidents ne l'ont pas compris. Ouais. C'est la première chose. Et la deuxième chose qui n'a pas été comprise par les présidents, c'est que le fonds a pris 13% de la société. Bon, vous vous dites 13%, finalement, c'est pas grand-chose, et puis ils vont se payer sur les dividendes. Sauf que c'est là le point névralgique. En contrepartie de ces 13%, CVC perçoit 13%, le même chiffre, donc ça c'est pas facile de s'y retrouver, 13% d'une commission annuelle. Bien C'est-à-dire sûr. Que tous les ans, CVC perçoit 13% de la quasi-totalité des revenus de la LFP. Donc c'est un coût formidable. Ouais, parce que les revenus de la LFP aujourd'hui sont de l'ordre de 800 millions. Eh ben, quoi qu'il arrive, CVC touche 13% de ces 800 millions. Il ne touche pas des dividendes, il ne touche pas de l'argent après que tout le monde ait fait ses comptes, qu'on ait distribué l'argent au club. Non, il touche 13% des revenus de la LFP. Donc si vous additionnez ça sur 99 ans, ça vous fait un chiffre mais effrayant. Oui, tout à fait, parce que alors, vous les évoquez d'ailleurs, parce que d'ici, ce qui est incroyable, alors, pour donner une idée à ceux qui nous écoutent, vous avez entendu parler aussi d'un accord entre CVC et la Liga espagnole, par exemple, mais sachez que la Liga espagnole, cet accord ne comprend ni le Real Madrid, ni le Barça, ni l'Atlético Bilbao, c'est 8%, pas 13%, et c'est sur 50 ans. Et donc, d'ailleurs, je crois que vous chiffrez, lorsque la Liga sera sortie de cet accord, nous aurons payé 5 milliards de plus, je crois, que eux, non ? Oui, exactement. On aura payé ça. C'est-à-dire que je vais faire un petit détour par l'Allemagne et l'Italie avant d'arriver en Espagne, très rapide. C'est-à-dire que l'Allemagne et l'Italie ont reçu des propositions pour avoir le même deal que les Français. Mais ils ont refusé. Parce que un élève de terminale en sciences économiques, il aurait refusé le deal. Car il aurait fait 3 calculs sur une page blanche le soir en faisant ses devoirs. Il aurait dit, non, je prends pas. Je prends pas. Et en Espagne, on leur a proposé un deal équivalent.
mais non pas avec une commission de 13%, mais de 8%. Et là, déjà, vous avez des clubs qui ont fait très rapidement un calcul ultra basique, c'est le Real et le Barça, et qu'on dit, bah non, nous on n'y va pas, puisque vous nous proposez 2 milliards pour le championnat, ça va nous coûter plusieurs dizaines de milliards de remboursement, alors que si on emprunte 2 milliards, ça va nous coûter, 500 millions d'euros d'intérêt. Donc nous, on ne fait pas le deal, faites-le si vous voulez. Donc, c'est difficile, c'est incroyable, parce que ce deal espagnol, il a été fait avant les Français. Et quand même, il y a certains clubs, et je pense notamment, malheureusement, parce que c'est mon club de cœur, à l'OM, qui aurait dû se dire, bah, tiens, si le Real et si le Barça refusent le deal en Espagne, c'est qu'il doit y avoir un problème quand même. Bien sûr. Non, je crois pas que les dirigeants du Real et du Barça soient des dangereux terroristes ou des abrutis finis. Mais non, en France, c'est passé par la maestria, par la gouroutisation de Vincent Labrune, qui a créé cette espèce de bulle de panique où on s'est dit, le football français va mourir. Et d'ailleurs, les pouvoirs publics ont une responsabilité assez lourde dans le système. Parce que les pouvoirs publics, on laisse faire. Oui, exactement. Le Premier ministre de l'époque, Bercy, la ministre des Sports, on laissait faire. Et aujourd'hui, finalement, quand on leur pose la question, ils disent, c'est le football, quoi, ils s'en fichent un petit peu. Ah ouais, mais c'est incroyable, parce que pour revenir sur différents points, en effet, on peut se demander en quelle mesure on n'aurait pas pu faire un prêt. On aurait pu aussi anticiper sur le fait que octroyer 13%, mais du passage de 20 à 18 clubs aussi, avec la Ligue 1, finalement, on récupérait 10%. Puisque 2 clubs de moins sur 20, ça fait 10% de plus à se partager entre ceux qui restent. Donc ça paraissait déjà... c'est un constat, un petit calcul aussi factuel qui permet de peut-être réduire la panique, enfin se prendre un petit peu de hauteur. Et puis ensuite... Oui, je vous en prie. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des décisions qui ont été prises en même temps qui sont des bonnes décisions. La décision de créer une société commerciale, c'est une bonne décision parce que ça permet d'éloigner un peu les présidents de clubs qui sont comme dans la cour d'école quand on fait les appels d'offres et franchement, c'est très négatif. Il y a une deuxième décision qui a été prise par Vincent Labrune qui est une bonne décision, qui était de privilégier les locomotives. C'est-à-dire, la Ligue a dit, les présidents ont dit, d'accord, les clubs qui seront européens seront les seuls à toucher les droits internationaux. Et ça favorise, ça remet du charbon dans le moteur, dans la chaudière, et ça permet aux clubs européens d'être plus compétitifs sur le plan. Ça, c'est des bonnes décisions. Mais on s'est dit, on va financer ces décisions. Et c'est là où ça bug. C'est là où il y a un énorme bug. C'est-à-dire que vous l'avez dit très justement, on aurait pu faire un emprunt. Alors, c'était pas facile parce que tout le monde est un peu sceptique toujours sur le football. Néanmoins, on aurait pu faire un emprunt. L'emprunt, il aurait coûté combien ? Il aurait coûté en intérêt, entre 300 et 400 millions d'euros. Bon, c'était largement absorbable par le championnat sur une dizaine d'années. Vous voyez, ça faisait à peu près 30 millions d'euros par an. Là, le deal CDC, il va coûter en moyenne sur les 99 ans qui arrivent 280 millions d'euros par an. Mais vous imaginez, c'est gigantesque. C'est gigantesque. D'autant plus que eux, d'ici 2032, c'est aussi mentionné dans votre livre, d'ici 2032, ils se seront remboursés leur mise. Et ensuite, ils perçoivent 200 millions d'euros par an à vie. Exactement. Voilà. C'est exactement ce qu'il faut retenir. Alors, vu la catastrophe annoncée des droits TV actuels, peut-être ça va être un peu plus long que 31-32 désormais, parce qu'ils avaient projeté que les droits actuels seraient de 800 000, les droits domestiques en France seraient de l'ordre de 800 millions d'euros et les droits internationaux de l'ordre de 200 millions d'euros à partir de cette année. Enfin, à partir de 2024-2025. Bon, il semblerait que ça soit plus difficile d'obtenir ces sommes-là des diffuseurs. Donc peut-être que le deal il va être un peu plus long. Il va pas leur permettre de rembourser leurs milliards et demi avant 31-32, mais peut-être 33-34, voyez. Mais après, vous avez raison. C'est là où il faut comprendre les choses. C'est qu'après, ils vont être assis confortablement dans leur grand fauteuil en cuir et qu'ils vont toucher sans rien faire, parce que c'est pas eux qui sont à la mécanique des appels d'offres, c'est pas eux qui sont à la mécanique de la LFP. Ils vont percevoir chaque année
tranquillement de l'ordre de 200 millions d'euros. Ouais, c'est incroyable. Et alors, ce qui, pour ajouter à tout cela, parmi les nombreuses choses que vous dévoilez, vous expliquez suite à votre enquête dans votre livre, on nous fait passer sous couvert d'un intérêt général une somme d'intérêts personnels. Que ce soit celui notamment donc, bien évidemment de CVC, qui a bien flairé le casse du siècle, celui de Vincent Labrune, au regard des émoluments auxquels il pouvait prétendre en passant ce deal, et puis aussi de ceux de quelques présidents. On a, pour que le deal passe, il est à l'évidence, on a acheté des voix. Oui. Alors, je dis on a acheté, on n'a pas payé des enveloppes en liquide au président de club, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a 2 clubs, par exemple, qui ont signé l'accord. On voit très bien pourquoi ils ont signé l'accord, puisqu'ils bénéficient de conditions exceptionnelles. C'est Rennes et c'est Nice. Oui. Dans le partage du magot, on a ramassé le magot, on a fait un gros butin. Qui est gagnant? Bon, CVC, vous l'avez dit, vous avez raison. Vincent Labrune, qui, s'il avait fait un prêt, il n'aurait pas touché de bonus. Là, il touche un bonus, c'est son salaire. Il multiplie son salaire par 3. Ouais. Par 3. Bon. D'autres salariés de la Ligue en ont bien profité aussi. Et puis après, on se partage le magot. Et alors là, la façon dont on se partage le magot, elle est invraisemblable. C'est-à-dire que Rennes et Nice, j'ai rien contre Rennes et Nice. Rennes et Nice ont touché à peu près la même chose que Lyon et Marseille. Mais c'est incroyable. Comment on peut imaginer que Rennes, qui n'a aucun palmarès, Rennes est un club sans palmarès. Nice a un palmarès qui date de plusieurs décennies, et c'est encore très loin, après-guerre. C'est des clubs qui ne suscitent pas véritablement l'engouement populaire, alors localement évidemment, mais qui se déplace ou qui va réserver sa soirée pour regarder un match Rennes-Nice? Or eux, ils touchent 80 millions d'euros sur le deal. Donc évidemment, on imagine bien qu'ils ont eu un grand bonheur à signer cet accord. Alors après, il y a un grand perdant, parce qu'il y a des perdants quand même dans l'affaire. Il y a aussi des perdants. Il y a le vrai grand perdant, c'est l'Olympique de Marseille. Oui, parce que Marseille touche la même chose que. C'est ça, parce que j'allais dire, vous évaluez à peu près parce que vous parlez de la valorisation donc d'un championnat, et notamment du fait que Paris et Marseille représentent à peu près 2/3 de la valorisation de celui-ci. Oui. Et pourtant, Marseille. Alors, on parle pas de sportifs, on parle de valeurs économiques. Valeurs économiques, bien sûr. C'est important parce que les gens vont se dire, mais ce garçon est fou, il n'y a pas que 2 clubs dans la vie, etc. Bien sûr. Néanmoins, la valorisation économique du championnat, elle est tractée par 2 clubs, PSG et OM, dans cet ordre-là. Fut un temps, c'était OM-PSG, je le regrette, mais c'est désormais PSG et OM. Ouais. Bon. Ces clubs-là, quand vous voyez, en septembre, Amazon a fait une campagne de pub pour renouveler ses abonnements. Ils n'ont pas dit acheter la saison de Ligue 1. Ils ont dit acheter OM-PSG, PSG-OM, et ils avaient un 3e match qui était OL-OM. D'accord ? Si vous voulez voir ces 3 matchs en exclusivité, abonnez-vous à Amazon. Ils vous ont pas parlé de Rennes, de Nice, de Clermont-Ferrand, de Lorient ou de Montpellier. Effectivement. Ils ont parlé de 3 clubs. Bon, on pourrait ajouter Monaco qui a une base de fans qui est assez importante. Mais néanmoins, comme en Espagne, et c'est pas une particularité française, comme en Espagne, comme en Italie, comme en Allemagne, vous avez 1, 2, 3, 4 clubs, ça dépend du pays, qui font la valeur économique du championnat. Donc, en France, on peut dire que les 2/3 de cette valeur économique, c'est l'OM et le PSG. Donc, ils auraient dû toucher logiquement, puisqu'on parlait là d'un bonus pour accentuer les performances, ils auraient dû toucher 2/3 de cette valeur-là. Les 2/3 de cette valeur-là, c'était de l'ordre de 700 millions d'euros. Bien sûr. Donc le PSG aurait dû toucher, allez, admettons 400, et l'OM 300 ou 250, enfin vous faites le calcul que vous voulez. Bien sûr. Alors l'OM n'a touché que 90. Tout à fait, ouais. D'autant plus qu'eux pourront pas se refaire, si je puis dire, avec les droits à l'étranger, moins que le Paris Saint-Germain, car on demande au Paris Saint-Germain au départ, vous expliquez un peu la fin du process dans le sens de ce qui précède l'accord. Ça arrange Vincent Labrune que le PSG passe de 250 à 200, mais ils récupèrent en fait leurs 50 ailleurs parce que ils vont toucher à peu près 40% selon l'accord des droits TV à l'étranger.
Oui, on a cru quand même, on a cru d'un coup que Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, était bon prince. Oui. Non, pas du tout. Il a fait un super deal, lui. Oui. Alors, il a fait un super deal en deux points que vous évoquez très bien. C'est un, il a dit, moi, finalement, je prends que 200 millions d'euros, je suis un bon garçon. Vous voyez, hein, je vais pas, voilà. Mais ce que les autres présidents n'ont pas lu, c'est que derrière, le PSG va être le principal, c'est celui qui va retirer principalement les revenus des droits internationaux. Bien sûr, oui. Donc, ça va leur faire des sommes, si les droits internationaux sont ceux annoncés par Vincent Labrune, et je l'espère, de 200 millions d'euros, imaginez que le PSG va en toucher entre 80 et 100 chaque année. Tout à fait. Donc, et on sait que, par exemple, dans quelques régions telles le Moyen-Orient, c'est beIN qui diffuse la Ligue 1 à l'étranger. Voilà. Alors, il faut préciser à tout le monde que beIN, c'est aussi la propriété du Qatar. Voilà. Et que c'est le même actionnaire que le Paris Saint-Germain. Oui. Donc voilà. D'ailleurs, si vous regardez les déclarations des uns et des autres depuis plusieurs mois, voire années, on a l'impression que Nasser El-Khelaifi est le sauveur du championnat de France. Sauf que si beIN avait mis de l'argent dans les droits internationaux, on aurait pu le dire que là, du vrai argent, si beIN avait mis de l'argent dedans, on aurait dit, ah bah oui, là, véritablement, les Qataris sont les sauveurs du championnat. Mais c'est pas vrai. beIN, au contraire, s'est retiré, a fait un accord avec Canal+, et continue à être un peu dans l'orbite des droits télévisuels, mais néanmoins a fait un pas de retrait ou un pas de côté, comme vous voulez, et ne met beaucoup moins d'argent qu'on l'avait espéré pendant un moment. Tout à fait. Alors, pour justement avancer, c'est que ce qui est terrible en plus, c'est que tout est parfaitement ficelé. Je vous suggère qu'une chose, les amis, c'est d'aller lire ce livre. Vous évoquez parmi les détails, c'est la manière dont CVC aussi a mis en place un dispositif que vous qualifiez d'imparable et incassable, parce qu'ils vont percevoir en priorité absolue le pourcentage de revenus de la LFP. Donc, oui, ça aussi, c'est très différent qu'un cas classique. Oui, c'est-à-dire que c'est pas, en fait, pour noyer le poisson, le fonds d'investissement et Vincent Labrune appellent ça des dividendes. D'accord ? Oui. Mais en fait, c'est juste un mot parce qu'en fait, c'est pas des dividendes au sens où on l'entend habituellement. Exactement. C'est véritablement une commission. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quels que soient les résultats des droits TV, quelles que soient les pénalités fiscales que pourrait avoir la LFP, quel que soit, enfin bref, quoi qu'il arrive, le CVC va toucher son argent. C'est ça qui est un petit peu incroyable. C'est ça que c'est, à mon avis, ce qu'aurait pu faire le football français, parce qu'on peut se dire, mais donc qu'est-ce qu'ils auraient pu faire à la place ? Déjà, ils auraient pu regarder le contrat d'un peu plus près et se dire, trouver quand même quelques portes de sortie au cas où le championnat de France ou les droits baissent vraiment, c'est ce qui va être le cas cette année, qu'il n'y ait pas la double peine d'avoir une baisse des droits d'un côté et de l'autre côté de verser de commission à un tiers. Bien sûr. Donc ça, ils auraient peut-être pu l'envisager. C'est la première chose. Et puis la deuxième chose qu'ils auraient pu envisager, c'est plutôt, on l'a déjà dit 2 fois, mais il faut le répéter, c'est de faire un emprunt classique qu'on aurait remboursé sur 10 ans, qui aurait été infiniment moins douloureux, qui aurait été pénible, parce que on préfère toujours se passer de ce genre de choses, mais ils auraient pu le rembourser tranquillement sur 10 ans. C'est ça, parce que... Tandis que là, on parle d'un truc, là, on revient sur le sujet où, effectivement, c'est un contrat à vie, quoi. Exactement, parce que je le vois, alors il y a beaucoup de réactions dans le chat, comme vous pouvez l'imaginer, où d'ailleurs on se demande donc, mais à qui cela profite le plus ? Au contraire, quels sont ceux qui vont en pâtir le plus ? Je pense, moi, on comprend avec votre enquête que cela devient le problème de tous ceux qui sont passionnés de la Ligue 1 et qui s'alarment du sort qui pourrait être le sien. Et alors, il y a un passage dans votre livre, vous mentionnez Frédéric Sebag, qui a notamment été dirigeant de Tours. On sent que vous l'avez en haute estime d'ailleurs lors de ce passage. Vous dites que vous avez appris de lui qu'il y a toujours une solution logique quand on définit le problème. Vous, définir le problème, c'est ce que vous avez fait avec votre livre. Donc maintenant, vous auriez une solution logique ? La solution logique, malheureusement, les contrats sont signés. Je crains que... mais ce que je dis dans le livre aussi, c'est que si j'étais président de l'OM aujourd'hui, je rassure les supporters de l'OM, c'est pas vrai. Faut pas qu'ils aient d'angoisse nocturne. Ou si j'étais président de Nantes, parce que je pense que Nantes s'est fait aussi avoir, la première chose que je ferais, c'est que je ferais un procès à la LFP déjà.
Je dirais, mais attendez, moi, là, vous avez abusé d'une majorité, vous avez abusé de ma bonne foi, vous avez abusé peut-être de ma naïveté, bon, d'accord, très bien, mais en tous les cas, moi, je veux casser cet accord. C'est la seule voie possible qui se dessine aujourd'hui. C'est ce qu'essaye de faire modestement Le Havre. Le Havre qui s'est fait rouler dans la farine aussi dans cet accord, puisque personne n'avait prévu qu'un club, quand ils ont donné de l'argent au club, personne n'avait prévu, c'est un trou dans la raquette, on commet tous des erreurs, c'est un trou dans la raquette. On n'avait pas prévu qu'un club qui montait de Ligue 2 en Ligue 1 ne toucherait pas la somme affectée au club de Ligue 2, mais ne toucherait pas non plus la somme affectée au club de Ligue 1. C'est-à-dire que il y a un espace, il y a un espace-temps qui s'est fait. Bon. Le Havre essaye de contester tout ça. Je ne sais pas s'ils vont y arriver. J'espère pour eux parce que véritablement c'est un trou dans la raquette. Ce qui est difficile à comprendre, c'est pourquoi Vincent Labrune a pas dit bah oui c'est vrai, il y a eu une erreur qui a été faite. Il réclame 8 millions d'euros. Bon bah vu les sommes qui sont en jeu, on va leur donner. Bon, là, on va encore une fois au procès, on va encore une fois à ce que le championnat de France ce soit une cour d'école où les uns et les autres se font des procès les uns contre les autres. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Mais en revanche, il y a beaucoup de clubs pour qui il va être mortifère cet accord. Vous parlez d'un accord suicidaire même lors d'une interview que vous avez accordée à SoFoot qui est paru hier. Vous parlez d'un accord suicidaire. Ah bah il y a des clubs ça va être suicidaire pour eux parce que les clubs européens, ils vont peu ou prou s'en sortir. Au premier rang desquels le PSG. Bon, eux, ils n'ont pas de soucis à se faire. Bon, ils n'avaient déjà pas de soucis à se faire, mais ils en ont encore moins. Bon. Les clubs qui vont arriver à rester européens régulièrement, c'est-à-dire ceux qui vont bénéficier des points de l'UEFA. Vous savez que quand vous donnez des points aux clubs quand ils ont des victoires, et que cet accord, il est glissant sur 5 ans. C'est un classement sur 5 ans, et c'est glissant. Donc si vous vous maintenez européen 3 années sur 5, évidemment 5 sur 5 si c'est possible comme le PSG, voilà. Mais si vous vous maintenez en Europe 3-4 années sur 5, vous allez bénéficier des accords des droits internationaux, donc là vous n'avez pas de souci à vous faire. Mais là il y a très peu de clubs qui sont éligibles à ça. Tout à fait, En revanche, il y a une série de clubs, permettez-moi l'expression, qui vont morfler. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent les soutiens politiques de Vincent Labrune. C'est Montpellier, c'est Lorient, c'est Clermont-Ferrand, c'est Reims, c'est Amiens, Le Havre. Tous ces clubs-là, ils vont avoir des grosses difficultés. Tous ceux qui vont pas réussir à accrocher au moins 2 années sur 5 une Coupe d'Europe, ceux-là, ils vont vraiment avoir des grosses difficultés parce que ils vont être obligés, ils vont pas avoir les revenus d'un côté, ils vont être obligés de payer les 13% de l'autre, et ça va être pire en 2024-2025, puisque ils vont être obligés de payer à la fois l'année 2024 et 2025, mais aussi les 2 années précédentes. Bon, alors là, à mon avis, cette saison-là, il y a des clubs pour qui ça va être un cauchemar donc, financier. En effet, je précise, vous aurez compris, les amis. CVC a expliqué qu'il n'y aurait pas les 2 premières commissions à régler. Cependant, dès 2024-2025, vous voyez, c'est une menace très court terme. Il faudra régler les 3 commissions cumulées. Donc, exactement, bravo. Oh là là, donc c'est, Vous avez l'art de la pédagogie, c'est franchement superbe. C'est exactement ça. Je vous remercie. Alors, on entend tous que justement, certes, il y a la valeur économique, mais il y a la valeur sportive. Avec ce que vous venez de nous expliquer, on comprend l'impact il pourrait y avoir sur la valeur sportive de notre championnat, parce que le championnat a besoin des clubs que vous avez évoqués. Et il est vraiment urgent d'agir. Alors, on en parle, vous êtes questionné là-dessus d'ailleurs lors de cette interview donnée à SoFoot. Il y a le 23 novembre prochain, la LFP qui a convoqué une assemblée générale. Et là, vous expliquez qu'il y a tout de même une once d'espoir. Alors, vous m'avez tout de même dit quelque chose en introduction. Quand je vous ai demandé les réactions, j'ai un peu moins d'espoir maintenant, parce que vous m'avez dit quels étaient votre ressenti par rapport à cet AG, mais l'accord pourrait être juridiquement remis en cause lors de celle-ci. Oui, mais je crains au bruit, aux informations que j'ai, je crains qu'il ne le soit pas. Les présidents de club ont une chance invraisemblable, c'est qu'ils ont là une deuxième chance. Ils ont une deuxième chance. Ils ont une deuxième chance de regarder cet accord. Et moi, je serais eux, je dirais à la LFP,
oh là, cet accord, il semble poser beaucoup de problèmes. Tiens, si on faisait des simulations pour l'année 2024-2025, et si on prenait un petit peu de recul et qu'on se pose quelques jours, voire quelques semaines pour y réfléchir mieux que ça. Voilà. Moi, je pense que c'est ça la réaction intelligente des présidents de club. D'accord. Je crains que l'intelligence ne soit pas au rendez-vous. Ouais, dis donc. Mais c'est Je crains que l'intelligence ne soit pas au rendez-vous. Et comment cela peut-il se faire? Parce qu'on parle tout de même de... vous voyez, pour le grand public, on parle de présidents de club, certains qui ont quand même des carrières qui font qu'ils manient assez bien l'économie, a priori, ou du moins quotidiennement parlant. Ensuite, on remarque... je veux dire, avec une base de compréhension, on comprend très rapidement qu'il y a une certaine opacité, que cela va être préjudiciable. Et donc, malgré tout, vous voyez, ça ajoute à l'incompréhension générale qu'on pourrait avoir par rapport à ce que vous nous décrivez ici, parce que il devrait y avoir une réaction même des présidents, mais aussi du public, des supporters, et même des politiques aussi, parce que ils ont été protagonistes, comme vous l'avez expliqué. Vous revenez bien dans votre livre sur ce processus où ils ont permis l'arrivée d'un tel fonds. Donc, ça, vous avez une explication, vous, là-dessus, sur ce... Alors, ce que je raconte dans mon livre, c'est finalement plusieurs décennies d'immaturité. C'est-à-dire que les présidents de clubs ne se sont pas saisis collectivement du dossier foot professionnel. Ça paraît invraisemblable, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que là où les Anglais se sont organisés entre eux, quelle que soit leur rivalité sportive, là où les Allemands se sont organisés entre eux, voire les Espagnols. Alors les Espagnols, c'est un petit peu différent, je vais y venir. Comment ces pays se sont organisés entre eux? En France, il n'y a jamais eu une organisation solide des présidents de clubs entre eux pour faire grossir leurs produits, pour faire augmenter la valeur du football français. Malheureusement, il y en a toujours qui ont cru. Alors le premier d'entre eux, au sommet, médaille d'or, mais de façon assez simple, c'est Jean-Michel Aulas, qui a toujours cru que en tapant sur les autres économiquement, il s'en sortirait mieux à Lyon. Bon, on a vu le résultat. Finalement, il s'en est mal sorti à Lyon et le football français s'en est mal sorti aussi. Quand je vois qu'il va devenir vice-président de la Fédération française de foot, ça fait un peu froid dans le dos. Hier, oui, tout à fait. Vous avez raison d'insister, il y a une triple immaturité. Il y a l'immaturité des présidents. Il y a l'immaturité du public. Parce qu'en Allemagne, qui a empêché l'accord entre CVC et le football allemand? C'est les supporters. Les supporters qui ont mis des banderoles partout dans les stades en disant hors de question de faire rentrer des financiers dans le football en Allemagne. Bon. Et en Espagne, c'est un peu différent. En Espagne, c'est le gouvernement, la sphère publique, qui a compris depuis très longtemps que le football professionnel était un vecteur d'attractivité très important pour le pays. Donc, les pouvoirs publics espagnols ont mis en place des dispositions pour le football pro en disant c'est très bon pour l'image de l'Espagne que le Real, que le Barça gagne la Champions League une année sur deux. C'est très bon que toutes les meilleures stars du football soient au Real ou soient au Barça, etc. Et par exemple, je vais vous donner un seul exemple. Est-ce que vous savez que dans les ambassades d'Espagne à l'étranger, il y a toujours un représentant du football. Il y a quelqu'un qui, dans l'ambassade, est chargé, alors pas que du football, mais qui est chargé du sport en général, et que c'est lui qui va, au nom du pays, au nom du football espagnol, faire la publicité du football. Vous vous rendez compte? Mais nous, en France, on en est à des années-lumière. Nous, les ambassadeurs, ils savent même pas ce que c'est le football. Donc, vous imaginez, on a un vide culturel et une immaturité. C'est pour ça que je vous parle de triple immaturité. Il y a l'immaturité des présidents, l'immaturité des supporters et l'immaturité des pouvoirs publics qui sont très coupables dans cette affaire. Et puis, alors, j'en dresse un tableau un peu sombre, je suis d'accord. Mais néanmoins, si on regarde un petit peu ce qui a été bien fait, on est capable quand même, on n'est pas plus, je pense pas qu'on soit plus bête que des Espagnols ou des Anglais. Si on regardait il y a des choses qui sont très bien faites dans chacun des pays.
elles font pas, les Allemands ne font pas tout bien, les Espagnols ne font pas tout bien, mais ils ont les uns et les autres pris en charge, en compte des choses. Et puis il y a une dernière chose, c'est que moi j'ai été président de club en France et que j'ai pu le constater, et moi le premier, mea culpa, où vous êtes tellement entraîné dans la furia de votre club que finalement, quand vous arrivez à Paris dans les instances du foot, c'est un peu vous êtes un peu plus décontracté. D'accord. Vous êtes un peu moins travailleur. Vous êtes un peu plus ensemble. Vous partagez des moments plutôt agréables et vous êtes un peu moins attentif. Vous êtes moins dans la concentration nécessaire qu'il faudrait. Et puis les clubs ne sont pas outillés. Ça fait 20 ans, 30 ans maintenant. Il n'y a pas dans les clubs, il y a très peu, je dis il n'y a pas, c'est excessif, il n'y a pas dans les clubs de véritables patrons économiques. Il y a un président qui supervise tout, c'est son rôle, qui fait tout, qui initie, etc. Il y a un patron, et vous entendez souvent parler du directeur du football. Maintenant, c'est nouveau, c'est un nouvel truc. Vous n'avez pas de directeur économique, vous n'avez pas, à part dans des clubs aujourd'hui infiniment structurés comme le PSG, vous n'avez pas celui qui est une vraie tête pensante du club et qui cherche à produire la richesse pour essayer de mettre son club au niveau des autres et mettre son club au niveau des autres clubs européens. Ça n'existe pas en France. Dis donc. Bah, écoute... C'est pas une donnée qui a été prise en compte de façon suffisamment importante. Voilà, vous savez, c'est le type qui en se rasant le matin, savoir combien on a fait d'abonnements cette année, comment on pourrait en faire plus, pourquoi on n'en fait pas plus, pourquoi la valeur de mon maillot est beaucoup plus faible en France qu'en Espagne, pourquoi la valeur de mes loges est beaucoup plus faible en France qu'en Angleterre, pourquoi j'ai 2 fois moins de public en France qu'en Allemagne. Il y a personne qui réfléchit à ça en France. Dis donc. Il n'y a pas vous n'avez pas de patron économique. Vous connaissez tous là, et nos amis sur la chaîne écoutent. Ils connaissent tous ou à peu près parce qu'ils aiment le foot. Le directeur sportif ou du football des clubs. Oui, bien sûr. Est-ce qu'ils connaissent celui qui non, personne. Personne ne peut me citer un nom. Donc voilà, c'est là où il n'y a pas eu cette prise de conscience parce que malheureusement, l'économie c'est le moteur. Regardez le rugby en France. Le rugby, c'est l'équivalent du football en Angleterre. C'est-à-dire que c'est le meilleur championnat du monde. Et croyez-moi que dans le rugby, ils sont souvent beaucoup plus avancés en matière économique que dans le football. Ce que fait La Rochelle, ce que fait Toulouse, ce que fait certains autres clubs, que je ne vais pas tous les citer, en matière économique est beaucoup plus pointu que ce que font beaucoup de clubs de football. Dis donc. Donc c'est ça qui est incroyable. On va prendre l'exemple, on va prendre un exemple simple, le plus simple de tous. À Clermont-Ferrand, vous avez 2 clubs. Un club de rugby, un club de football. Si vous allez dans les 2 clubs, vous verrez la maturité du club du rugby par rapport à la club du football. La façon de faire, excusez-moi, c'est un peu trivial et on s'éloigne du sport et du ballon rond, mais de la façon de faire de l'argent pour avoir la meilleure équipe possible. Voilà. Donc des fois, vous savez, il faut pas aller très loin pour trouver les bons exemples. En effet, c'est vrai qu'en plus, c'est ce qu'on remarque aussi avec au fil de la lecture, c'est que on explique de manière assez rationnelle finalement les choses. Il y a même, pour reprendre, il y a un exemple frappant avec Marseille, il y a une sorte d'alignement des planètes parce que ça arrive au moment où Hérault est sur le départ, Longoria arrive. Et donc, on se dit aussi que, vous voyez, c'est dans ce sens, il y a un alignement des planètes parce que tout était propice à ce que ça passe. Oui, tout à fait. Là, pour Marseille, malheureusement, il se passe. Alors, Marseille, c'est une énigme. Je comprends pas comment déjà l'actionnaire peut avoir fait une croix sur ce que j'estime être, moi, 200 millions d'euros. Alors, peut-être qu'il est peut-être d'une richesse infinie, peut-être qu'il est 3 fois plus riche que le Qatar, mais là, j'arrive pas à comprendre. Et puis, vous avez raison de le souligner. Le problème de Marseille, et je suis bien placé pour vous en parler, alors on passe toujours d'un président à l'autre. Regardez ce qui se passe je reviens sur les championnats étrangers. Regardez quelle est la stabilité des dirigeants. C'est ça aussi qui fait un club. C'est la stabilité. C'est-à-dire la compréhension, ce que vous avez déjà vu, ce que vous savez faire, etc.
Ça, on en manque en France. Alors, on a de la stabilité des fois familiale. On peut penser par exemple à la famille Nicolin. On a eu autrefois la stabilité de Jean-Michel Aulas. Mais c'est vrai que ça manque les deux gros clubs. Jusque-là, on manquait de stabilité. Et ça, c'est véritablement un point très négatif. Oui, complètement. D'autant plus même avec l'Olympique Lyonnais qui devrait être après Paris et Marseille, une des locomotives de notre Ligue 1. Ils sont, vous avez évoqué un peu tout à l'heure Jean-Michel Aulas. Ils sont maintenant aux mains ils sont sous pavillon américain. Et c'est quand même assez paradoxal parce qu'on entend parler d'un club qui est sous le contrôle de la DNCG et qui pourtant a été aussi protagoniste d'un tel accord. Et là, c'est en ce sens, vous voyez, c'est un énième élément qui fait qu'on ne comprend pas l'absence de véritable réaction. Oui, alors bon, ce qui se passe là, et c'est, je pense que c'est plus un caractère ponctuel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en déduire une généralité. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui se passe à Lyon, c'est qu'il y a eu une stratégie pendant très longtemps d'éloigner les concurrents. En fait, ce que les clubs français n'ont pas compris, pour résumer, c'est que il vaut mieux avoir une plus petite part dans une très grande assiette qu'une part moyenne dans une toute petite assiette. C'est ça que les clubs français n'ont pas compris. C'est-à-dire, ils n'ont pas compris qu'il fallait élargir son assiette, il fallait faire sa promotion à l'étranger. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'Espagne et l'Angleterre et la France ? C'est surtout les droits étrangers. Je rappelle un chiffre quand même pour que parce que là peut-être que des fois peut-être qu'on va un peu trop vite et que c'est un petit peu c'est un peu abstrait. Je rappelle un chiffre. Le championnat, l'Espagne, c'est 40 millions d'habitants. Et nous, on est à 67 millions. Les droits étrangers de l'Espagne sont 10 fois les droits français. Et que nous, on a moins de 80 millions d'euros de droits internationaux et que l'Espagne a 800 millions de droits internationaux. D'accord ? Donc, vous comprenez bien que quand vous avez 800 millions d'euros à vous partager, c'est pas la même chose que 80. Bon. Et ça, c'est pour revenir à votre question, j'ai fait un détour, mais je l'ai toujours en tête. Les présidents de clubs, cette immaturité dont je vous parle depuis tout à l'heure, ils n'ont pas compris qu'il valait mieux prendre une part moyenne de 800 millions qu'une grosse part sur 80. Ils n'ont pas compris ça. Bon. Et donc, on travaille en championnat de France, comment on le fait, comment j'avance, etc. Ouais, je comprends bien. Donc, écoutez, alors, en tout cas, merci beaucoup. Nous, en tout cas, la strate des supporters, c'est justement en partageant le sujet, en essayant de le vulgariser aussi, parce que mais d'en dévoiler les véritables informations et les véritables effets, qu'on espère que justement, au niveau de la strate des supporters, il pourrait y avoir une réaction qui serait, j'espère, vertueuse, parce que pour conclure, avec la perspective de cet AG, vous avez expliqué que pour l'instant les bruits que vous avez, c'est que bon, ce n'était pas très prometteur. Et je me demandais tout de même, parce que vous aviez expliqué lors de votre interview donnée à RMC au moment de la sortie du livre, que vous aviez, c'était une sortie discrète. Normalement, on envoie l'ouvrage aux différentes rédactions. Là, c'était RMC puis Daniel Riolo qui en avait la primeur, parce que vous craigniez certaines réactions. Maintenant que celui-ci est sorti, que j'imagine des protagonistes ont pu le lire, vous avez eu quel type de... Est-ce que vous avez eu des contacts ? Est-ce que vous avez été sollicité soit justement pour que on puisse faire l'écho du contenu de votre livre, soit vous voyez pour justement vous conforter dans les craintes que vous aviez avant la sortie ? Oui, moi on m'a beaucoup conforté, beaucoup des présidents de clubs, des anciens dirigeants de la LFP, des gens du monde de l'économie qui ont découvert
l'ampleur des chiffres. D'accord. On poussait. Il y a une petite prise de conscience, je l'entends aujourd'hui, mais elle est toute petite. Oui. Je crains. Je suis un garçon particulièrement optimiste. Hein. Je le dis en introduction de la phrase. Oui. Je crains que cette petite prise de conscience soit malheureusement trop tardive. Je vous le redis, en Allemagne, c'est les supporters qui ont fait échouer le deal. C'est incroyable, ouais, hein. C'est pas les dirigeants de club, c'est les supporters qui ont dit mais non. Vous rentrez dans une mécanique qui va être et on a perdu la communication. Alors, c'est revenu. Or ces supporters lui ont dit non, nous, hors de question qu'on te suive sur ce sujet-là. Hors de question. Et donc, il est obligé de battre en retraite. Et c'est lui qui a dit, finalement, on fera autrement. D'accord. Bah écoutez, en tout cas, Christophe, un immense merci pour votre passage et d'avoir pris autant de temps pour échanger à ce sujet avec nous. C'est avec grand plaisir. Ah oui, merci beaucoup. Et puis si vous voulez, si certains d'entre vous veulent continuer, je vous donnerai à vous, pas à tout le monde, peut-être pas exagérer, mon adresse mail. D'accord. Et s'il y en a qui ont des questions supplémentaires, je leur répondrai individuellement ou vous pourrez en faire part quand vous le voudrez. Ah merci beaucoup, parce que c'est vrai qu'on me demande justement dans le chat si on pouvait poser des questions, vous voyez, parce que c'est vrai que... Oui, mais au contraire, parce que je sais que la matière est ardue. Je sais que la compréhension des choses est difficile. Oui. Moi, il y a des gens qui m'ont dit j'ai lu des articles sur ton bouquin, mais c'est pas facile quand même. Hein. Alors que je crois avoir écrit le bouquin de façon un peu thriller, un peu policière. Donc, je pense qu'il est très accessible. Mais si vous avez des questions, vous aurez toutes mes coordonnées mail et toutes les questions qui seront posées sur le chat, j'y répondrai. Ok. Un immense merci, comme ça on aura l'occasion de... Donc n'hésitez pas. Et puis je dis ça et c'est pas juste pour vous faire plaisir. Ouais. Je dis ça parce que en fait, on s'aperçoit des fois que sur une question, en posant une question qui paraît des fois un peu naïve, etc., on s'aperçoit que il y a autre chose à creuser. Ouais. Donc ça peut aussi permettre de faire avancer le sujet. Donc surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Okay. J'essaierai de répondre, je les regrouperai, mais j'y répondrai à toutes et puis vous en ferez part comme vous voudrez. Super, ça me donnera l'occasion d'une belle émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, très bien. Un immense merci. À très bientôt. On vous souhaite une très bonne journée et j'espère à bientôt et puis au plaisir de pouvoir vous recevoir à nouveau sur la matinale foot. Merci beaucoup. Ce sera avec un grand bonheur. À très bientôt. Merci bien. Au revoir.